RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur RFI et France 24. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons le député Front National Gilbert Collard, mais dans l'immédiat, c'est le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, que nous accueillons. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale et vous êtes parfois présenté, je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais comme une révélation en quelque sorte de cette nouvelle législature. Pour votre pugnacité, votre travail, enfin votre ardeur au travail, et aussi pour votre sens de la formule. On va commencer évidemment par l'actualité la plus brûlante et la plus tragique. La journée d'hier qui marquait le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël et le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a été marquée par la mort d'une soixantaine de Palestiniens et 2400 blessés dans la bande de Gaza. Pour vous, qui est responsable de ce terrible bilan ? Incontestablement, il y a le duo Trump-Netanyahou qui joue là les pyromanes. On voit que, vous l'avez dit, il y a à la fois les 70 ans de la reconnaissance d'Israël, mais en même temps, il y a effectivement une provocation avec ce transfert de l'ambassade. Et en réalité, les violences que l'on a vues et les agissements du gouvernement israélien sont en violation complète du droit international. De la même manière, d'ailleurs, que la décision de M. Trump de transférer cette ambassade est en violation des décisions internationales. Mais ça devient effectivement l'habitude, puisqu'on voit que le droit international devient en quelque sorte, finalement, à la merci des caprices d'une stricte minorité qui en font ce qu'ils veulent, comme on l'a vu il y a quelques jours avec la sortie unilatérale des États-Unis, de M. Trump, de l'accord sur le nucléaire iranien. Donc là, on a quelque chose de terrible. Vous avez cité le nombre de morts, vous avez dit plus de 2000 blessés, la moitié par balle. Et on a actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU qui est réuni. Et ces porte-paroles qui disent effectivement qu'il y a un usage de la force qui est absolument disproportionné. Alors, vous savez, le gouvernement israélien a sans doute besoin d'images de violence pour faire une démonstration. C'est qu'en réalité, ces exactions sont sans commune mesure avec ce qu'il a en face de lui. Nous avons d'abord et avant tout affaire à des manifestants pacifiques. Mais le gouvernement israélien, lui, dit nous, on se défend face à un groupe qui est classé comme terroriste, qui est le Hamas, et on défend nos frontières. Oui, sauf qu'en l'occurrence, ce n'est pas le Hamas qui envoie la plupart des manifestants que l'on voit à la frontière. Et depuis le 30 mars, finalement, ça fait plus de 100 morts de manifestants pacifiques. Et on voit mal, effectivement, comment on peut considérer que, par exemple, une personne qui est doublement amputée à 300 mètres de la zone frontalière constitue une menace de quelque manière que ce soit. Vous faites et par ailleurs, on a quand même d'un côté, et ça pour le coup tout le monde peut le voir, on a d'un côté les snipers qui tirent et une répression militaire, et de l'autre côté une masse de manifestants pacifiques, et pour ceux qui effectivement usent d'une forme de violence, sont équipés, excusez du peu, de pierres et de cerfs-volants avec un peu d'essence. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est absolument terrible. Et quand on voit les chiffres que vous avez cités, nous avons affaire à un massacre. Donc il faut véritablement que la France condamne fermement ce qui est en train de se produire. Nous avons besoin de réhabiliter la paix. Nous avons là une poudrière. Vous trouvez que pour l'instant, la réaction de la France a été trop mesurée en appelant précisément Israël à la retenue ? Je trouve que c'est trop timide au vu de ce qui est en cause. Et quand on voit bien aussi que se joue un certain nombre de choses en coulisses, parce que, y compris d'ailleurs si vous regardez la réaction des États arabes, qui devraient normalement avoir une parole forte en soutien à la cause palestinienne, on voit que les alliances qui sont en cours, et notamment qui visent uniquement l'Iran, viennent mettre dans un second plan la question palestinienne. Vous avez là des gens qui manifestent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont subi un blocus, des privations. Certains n'ont strictement plus rien à perdre. Et la démonstration de rassemblements pacifiques et nombreux, finalement, ne fait pas le jeu d'Israël, parce qu'ils ont besoin de montrer qu'il y a une menace. En réalité, ce n'est pas le Hamas qu'on voit la grande masse de ceux qu'on voit ici. Donc on a vraiment affaire à un massacre terrible, et il faut que la France, pour le coup, assume sa position médiatrice, parce que les États-Unis ont renoncé depuis longtemps à cette position-là. Mais qu'est-ce que pèse la France dans ce dossier ? Mais la France a une capacité médiatrice, elle sait faire. Elle a une capacité diplomatique qui est reconnue à travers le monde entier. À condition que les partis l'acceptent. À condition surtout qu'elle soit non alignée. Or,
On l'a vu dernièrement, la diplomatie française, notamment à Washington, a consisté pour le peu à faire de la kélinothérapie avec M. Trump. On voit que ça ne fonctionne pas. D'accord ? Il faut véritablement que l'on sorte de cette logique d'alignement. Et je pense qu'Emmanuel Macron, à la fois sur le cas iranien, mais également ce qui est en train de se passer sur le sol de la bande de Gaza, a une occasion de faire une démonstration d'indépendantisme. Et vous savez, l'indépendantisme, ce n'est pas l'isolement. Nous devons discuter avec tout le monde. Parce que si on s'occupait de savoir avec quel type de régime, ou en tout cas si on ne discutait qu'avec les régimes qui nous conviennent, on ne discuterait à peu près avec personne. Mais en toute hypothèse, il faut être indépendant. Or, la manière dont Emmanuel Macron a procédé, notamment ces derniers mois, vis-à-vis de M. Trump, montre plutôt un atlantisme béat avec lequel il faut rompre de toute urgence. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dit qu'il ne voulait plus de médiation américaine. L'horizon paraît aujourd'hui très bouché. Est-ce que, vous parlez de la France, mais est-ce que ça n'est pas à l'Union européenne d'essayer de prendre une place qui aujourd'hui semble en effet un peu vacante ? Mais pour le peu que ses membres soient d'accord, parce que si vous regardez par exemple qui a accepté l'invitation pour le transfert de l'ambassade, vous avez la plupart des régimes autoritaires. Il y a 3 pays membres de l'Union européenne. La Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, qui sont très connotés. Et puis d'ailleurs, je vois que quand on critique, y compris le gouvernement israélien, il y a parfois des ponts un peu faciles à faire, mais en l'occurrence, M. Orban, qui là est l'allié objectif de M. Netanyahou, en matière d'antisémitisme, pour le coup, lui, il a fait valoir ce qu'il savait faire valoir. Donc on voit bien là qu'il y a surtout des enjeux régionaux. Nous avons affaire à une poudrière et qu'il y a un risque d'embrasement général au-delà de ce cas précis. Est-ce que vous pensez que Donald Trump a ouvert une brèche en transférant l'ambassade à Jérusalem ? Là, vous le disiez, il y avait 3 pays membres de l'Union européenne qui ont assisté à la cérémonie, qui pour l'instant n'ont pas pris ces décisions, mais il y a des pays, il y a le Guatemala, demain ou après-demain, il y a le Paraguay dans quelques jours. Est-ce que vous pensez qu'une brèche est ouverte ? Clairement, oui. Et alors, c'était un engagement de Donald Trump dans sa campagne, donc il a respecté son engagement. Mais on voit bien ce qui est en cause. Finalement, il essaye de faire en sorte que l'issue du conflit entre Israël et la Palestine consiste finalement à liquider le problème palestinien. Voilà, en gros, l'issue qu'il veut trouver. C'est-à-dire finir de mater le peuple palestinien pour dire maintenant, vous n'êtes plus en situation d'avoir un rapport de force qui vous soit favorable. Et donc, la solution qu'on va appliquer, c'est la fameuse solution qui consisterait à reléguer la capitale de la Palestine dans une bourgade loin de Jérusalem, alors qu'en réalité, la solution sur lequel, pour le coup, les Nations Unies se sont accordées, à cette heure, elle est toujours connue. C'est la solution de 1967 que défend la France, qui est une solution à 2 États. Et je pense que ça reste la solution nécessaire dans le cadre d'un processus de paix. La question, c'est de savoir, est-ce que ce processus de paix, à l'heure qu'il est, va pouvoir se poursuivre avec des personnages comme ceux qu'on voit là, qui sont aux manettes. Mais finalement, Donald Trump, qu'on a souvent présenté comme un personnage imprévisible, il est au contraire extrêmement prévisible. Il fait tout ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il quitterait l'accord de Paris sur le climat, il l'a quitté. Il avait dit qu'il dénoncerait l'accord sur le nucléaire iranien, il l'a dénoncé. Il avait dit qu'il transférerait l'ambassade américaine à Jérusalem, il l'a fait. Donc finalement, il est très prévisible. Je partage votre point de vue sur ce point, il est absolument cohérent. Il est un personnage absolument dangereux du point de vue de ce qu'il fait. Mais il faut bien voir ce qui est en cause. Les États-Unis sont en train de vaciller, de perdre une forme d'hégémonie, notamment face à la Chine et à la Russie. Donc il y a le besoin pour Donald Trump de trouver une solution et de faire en sorte que l'hégémonie américaine puisse perdurer. Et il a pour le coup, lui, c'est son point de vue, intérêt à ce que la situation au Moyen-Orient s'embrase. C'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que nous, les Français, notre intérêt supérieur, en toute hypothèse, c'est toujours la paix. Et donc nous devons concourir à cela. Et elle passe nécessairement par la rupture avec l'atlantisme, et notamment c'est la raison pour laquelle nous prenons la sortie de l'OTAN. La France a une fois de plus été confrontée au terrorisme islamiste. C'était samedi soir dans le 2e arrondissement de Paris. Un jeune de 20 ans, naturalisé français, originaire de Tchétchénie, a poignardé aveuglément des passants. 4 personnes ont été blessées et un jeune homme de 29 ans y a laissé la vie. Les polémiques sur la lutte contre le terrorisme ont immédiatement repris. Pour vous, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire plus? Alors d'abord, rendre hommage y compris aux policiers et aux services de secours, qui ont agi très rapidement, sans lesquels, sans doute, c'est même certain, le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Ensuite, prendre le temps et du nécessaire recul sur la situation. Si on regarde bien ce qui se passe, depuis la fin des années 80, nous avons voté, je crois, quelque chose comme 17 lois antiterroristes. D'accord ? Donc personne n'a véritablement le visage du terrorisme a changé fait le bilan. Mais en époque. tout cas, moi je vais vous dire franchement ce que je pense. D'abord,
celles et ceux qui se laissent aller à l'idée que le risque zéro existerait ont tort. Voilà, premièrement. Ça, il faut l'assumer. Là, en l'occurrence, dans ce qui s'est passé samedi soir, la réaction a été la bonne et tous les services, tout le dispositif était le bon. Une fois qu'on a dit ça, parce qu'on n'en a pas fini avec ce type de cas, nous pensons pour notre part, là je parle de la France insoumise, que notre stratégie face au terrorisme doit être finalement en, disons, 3 grands axes. D'abord, premièrement, ne pas céder au piège tendu, idéologiquement j'entends, par l'adversaire. L'enquête va déterminer prochainement, sans aucun doute, il va le falloir, si la revendication de l'État islamique était une revendication opportuniste ou si véritablement il y a eu une préméditation au sens où Daesh aurait envoyé cette personne commettre cette exaction. Comprenez bien une chose, cette organisation aujourd'hui, et elle l'a théorisée, veut provoquer une dislocation entre le monde musulman et le monde non musulman. Donc une des premières réponses, ce n'est pas la seule, je viendrai au suivant très rapidement après, c'est de ne pas succomber à cette tentative-là. Ils veulent disloquer la République et notre vivre ensemble, nous devons leur répondre par le vivre ensemble et par la République. Premier point. Deuxièmement, vous savez très bien qu'en l'occurrence, il y a des gens qui ne sont pas passés par des mosquées ou quoi que ce soit, qui ont été radicalisés par le web. Et vous avez aussi la capacité de Daesh à utiliser avec opportunisme parfois simplement des pulsions morbides de certains qui ne se reconnaissent absolument pas, par exemple, dans la religion. Ça n'a strictement rien à voir. Premier point. Deuxième point, nous avons besoin de moyens humains. Et on ne les remplacera absolument pas, en l'occurrence sur la question notamment du renseignement. Clairement, on peut faire plus, et on a besoin de plus de moyens. Et à l'heure où on vise finalement à faire beaucoup de numérique, etc., dire qu'en la matière, nous avons besoin de moyens supplémentaires en termes de renseignement. Chacun se souvient des mots de M. Trévédic qui avait clairement expliqué que la DGSI manquait cruellement de moyens. Et là, c'est à tous les pans finalement, à la fois sur le renseignement, mais également sur la justice. Les moyens antiterroristes dans notre pays, oui, manquent. Et enfin, dernier point, qui me semble très important aussi, c'est la remise en cause de certaines alliances, d'un logiciel d'alliance en tout cas à l'international de la France, notamment avec certaines monarchies du Golfe, dont on sait que leur responsabilité dans le financement de ces groupes, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, au Qatar ou au Koweït, ont une part de responsabilité. Vous savez que par exemple, la justice n'exclut plus à cette heure que le cimentier Lafarge, par le fait qu'il ait financé en partie Daesh pour poursuivre son activité en Syrie, la justice n'exclut pas à l'heure où on se parle que peut-être l'argent de Lafarge aurait servi potentiellement pour les actes commis sur notre sol le 13 novembre. Vous voyez ? Donc c'est bien quelque chose de multifactoriel. Et dernier point sur lequel je veux insister, c'est que face à la montée parfois de certains communautarismes, il y a besoin de renforcer d'urgence les anticorps républicains, que sont l'école, la sécurité sociale, le service public, lourdement mis à mal, notamment par les politiques déroulées par le gouvernement actuel. Après chaque attentat, on entend le discours sur la nécessité de ne pas changer notre mode de vie. Le maire d'ailleurs du 2e arrondissement l'a dit dès dimanche, parce que ce serait la victoire de l'idéologie mortifère de Daesh. Est-ce que ce discours ne devient pas un peu fatigant ? Est-ce qu'il n'y a pas au fond dans ce propos comme une invitation à être en quelque sorte une proie sereine ? Non, absolument pas. Ce discours peut être fatigant, lassant, si on ne tient que ça comme solution. Je crois que dans le plan que je viens de vous dérouler, que vous m'avez laissé dérouler, il y a bien des actions multifactorielles. Je vous ai parlé de la scène internationale, je vous ai parlé du renseignement territorial, des moyens de la justice et de la prévention par le renforcement des anticorps républicains. Mais je vous dis aussi de ne pas succomber à cela, parce que ce que vous venez de décrire, c'est un des objectifs de ceux qui nous attaquent, d'accord ? Ils cherchent la faille entre nous. Ils veulent faire en sorte que nos peuples soient divisés. Enfin, si vous voulez, Daesh a théorisé ça. Leur but, c'est de faire en sorte, y compris dans ce qu'ils appellent le monde occidental, d'avoir 2 blocs et de créer 2 blocs entre d'un côté les musulmans et les non-musulmans. Donc le fait de ne pas succomber à ça fait partie de l'arsenal de réponses qu'il faut leur apporter. Bien évidemment, c'est pas suffisant, vous avez raison. On ne peut pas se contenter de dire ne succombons pas à la panique. C'est pas raisonnable. Mais en tout état de cause, on doit aussi dire ça. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur l'étude qu'a publiée l'ONG Oxfam, qui est une association qui lutte contre la pauvreté, et que vous avez dû, j'imagine, regarder de très près, avec beaucoup d'intérêt. C'est une étude sur la rémunération des actionnaires par les grandes entreprises françaises, celle du CAC 40. Et il en ressort que la France est la championne du monde du versement de dividendes. Sur la période 2009-2016, les entreprises du CAC 40 ont versé plus des 2 tiers de leurs bénéfices aux actionnaires, 67,4
4% exactement. 27,3% sont allés aux investissements et 5,3% aux salariés. Le Premier ministre, qui a été interrogé sur ces chiffres, a répondu que la redistribution des dividendes aux actionnaires n'était pas illégitime et que le gouvernement n'entendait pas se substituer aux entreprises sur cette question. Donc le message est clair, il n'est pas question d'encadrer. C'est bien comme ça que vous comprenez le propos du Premier ministre. Chacun fait comme il veut et verse autant qu'il veut. Mais c'est toute la cohérence de ce gouvernement auquel nous nous opposons, parce que lui pense effectivement que en laissant le capital s'accumuler, comme on le voit là en l'occurrence, et l'étude le montre très bien, eh bien les choses vont correctement s'allouer dans l'économie réelle et par ailleurs profiter à tous. Sauf que l'étude d'Oxfam montre bien qu'en l'occurrence les salariés ne touchent qu'à peine 5% de cette part. Alors, ce qui est étonnant, c'est que même Nicolas Sarkozy, qui n'est pas connu comme un redoutable gauchiste, défendait l'idée de trois tiers. Un tiers pour l'investissement, un tiers pour les actionnaires et un tiers pour les salariés. Oui, alors, il y a une évolution des esprits sur ce point. Mais c'est là qu'on voit en l'occurrence que l'étiquetage politique compte moins. C'est vraiment le fond qui compte. Et en l'occurrence, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'achever le processus qui avait été commencé par Nicolas Sarkozy et François Hollande et de pousser le curseur du libéralisme au plus haut dans notre pays, tant et si bien que ça défigure ce que nous sommes, la République sociale. Là, en l'occurrence, on parle du CAC 40. Alors attention, parce que on parle de l'entreprise, mais là, on parle de certaines entreprises. Le CAC 40, c'est des mastodontes. Ça représente au total 1300 milliards de chiffre d'affaires. C'est la moitié du PIB français, tout de même. Et on parle de 93 milliards de bénéfices. Donc c'est quelque chose d'absolument... sur la période 2009-2016. C'est absolument record. Mais... Enfin, de dividendes versés, pas de bénéfices. De dividendes versés, oui. La question qui se pose finalement, c'est que on nous rebat les oreilles à longueur de journée avec la question du coût du travail. On voit bien que ce qui coûte cher dans notre pays, c'est absolument pas le travail. D'abord, moi je conteste cette expression de coût du travail. Le travail a un prix, pas un coût. Parce que c'est bien le travail qui produit la richesse. Enfin, si vous mettez de l'argent dans un coffre, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de production humaine, et que vous revenez 2 ou 3 mois après, il y a à peu près peu de chances, effectivement, qu'en rouvrant le coffre, il y ait plus d'argent. Donc c'est bien le travail qui produit, en l'occurrence. Or, on ne parle jamais du coût exorbitant du capital dans ce pays. Et en l'occurrence, cette étude en fait la démonstration. Alors je vous ai ramené quelques chiffres intéressants. Regardez, pour gagner le salaire mensuel d'un patron du CAC 40, pour une personne rémunérée au SMIC, savez-vous combien de temps il faudra ? Il faudra 39 ans. Donc la question se pose aussi de la répartition de la richesse. Moi je ne dis pas que tout le monde doit être au même niveau, mais peut-on subir de tels écarts ? La réalité c'est que dans ce pays, les inégalités s'accroissent d'une manière absolument sans précédent. Et on peut prendre cet exemple puisque récemment M. Macron a parlé peut-être d'une potentielle nouvelle journée de solidarité, vous l'avez entendu. Il y a plus d'une trentaine de journées de solidarité forcées chaque année avec les actionnaires. Oui, en moyenne, on peut le dire. Aujourd'hui, les Français travaillent à peu près 30 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'était à peine 10 jours au début des années 80. Donc, le gros problème que nous avons, notamment dans notre économie, c'est cet exorbitant coût du capital. Et le gouvernement ne fait qu'aggraver ça, puisque vous l'avez dit, il ne demande pas de contrepartie. Il fait ce pari fou que ça va profiter à tous. On voit que ce n'est pas le cas. Il nous reste 2 minutes et je voudrais juste d'un point sur ce sujet-là. La légitimité de la prise de risque en investissant dans une entreprise, c'est ce que défendent les partisans de ce modèle. Pour vous, elle n'a pas lieu d'être ? Mais je pense qu'en l'occurrence, c'est à regarder de plus près selon les entreprises dont on parle. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, vous aviez parlé notamment d'Engie, mais on a cité Engie dans l'étude. Donc je le précise parce que... on a cité Engie dans l'étude, en l'occurrence, où se trouve la prise de risque. Mais quand bien même, je veux dire, il faut bien séparer aujourd'hui ces grosses entreprises des PME qui bien souvent sont asphyxiées. Parce que la réalité, c'est que ces boîtes-là, elles payent 8% d'impôts à peine, et encore parfois elles ont le moyen de faire de l'optimisation, alors que les PME, qui sont l'essentiel du tissu économique de notre pays, sont littéralement écrasées d'impôts. Je vais faire une révélation, la France Insoumise dans son programme propose la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME. Nous on ne parle pas de l'entreprise, on fait bien la différence. Mais ce gouvernement fait le pari fou que la redistribution d'une masse de capital aux plus riches va profiter à tous. Nous avons la démonstration impeccable que ça ne fonctionne pas, nous sommes dans une impasse, c'est de la pure idéologie, il faut en sortir. Très vite, puisque vraiment il nous reste 1 minute, la ministre des Transports s'engage sur l'incessibilité du capital de la SNCF. Elle dit qu'elle est prête, comme vous l'aviez demandé à l'Assemblée, elle est prête à l'inscrire dans le projet de loi au Sénat. Est-ce que ça clôt le débat sur une éventuelle privatisation cachée de l'entreprise ? Moi, j'attends de voir, je leur fais absolument aucune confiance. On avait le précédent... Si tel est le cas, vous serez rassuré ? Écoutez, on va voir.
parce que vous avez raison de dire que le terme incessible, c'est un amendement que nous avions proposé justement, on ne dit pas de privatisation, mettez le terme incessible, ça a été refusé par la majorité. Alors maintenant ils reviennent en disant on va le rajouter, mais vous avez vu comme moi ce document de travail dans le Parisien. C'est sans doute lié à ce document. Et justement on va voir, parce que selon où se place le terme d'incessibilité, il y aura peut-être des portes ouvertes pour la privatisation. En tout cas moi je ne leur fais absolument pas confiance, mais plus encore que la privatisation à la SNCF, c'est donc qu'il faut qu'on discute, et je regrette qu'y compris dans les médias on n'en parle plus parce que c'est considéré comme un préalable, c'est l'ouverture à la concurrence. Personne ne peut nous faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence est absolument non seulement une nécessité et que ça améliorera les choses. Merci Adrien Quatennens, c'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans un instant avec le député Front National Gilbert Collard. À tout de suite.